On parle souvent des vainqueurs de l'histoire, parfois des vaincus, mais rarement de ceux qui se sont fait battre à plat de couture. C'est le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le colonel Abray, professeur de tactique au cours supérieur d'état-major, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les 7 péchés capitaux du chef militaire, les plus grandes erreurs tactiques de l'Antiquité à nos jours ». Croyez-moi, les exemples ne manquent pas. Alors il va nous parler juste après que je vous aurai raconté les déboires du malheureux prince de Soubise à la navrante bataille de Rosbach. Il va nous parler de toutes ces erreurs possibles. Bah oui, parce que nous allons nous inviter pour le café chez le prince de Soubise. Oui, en ce palais Soubise, qui est le site historique des Archives de France. Nous irons y faire un tour en compagnie de Vanessa Za. Après quoi, Lorena Martin nous parlera d'un grand projet de restauration qui est mené en ce moment par la Bibliothèque nationale de France. Préparez-vous déjà à prendre des notes. Ce sera vraiment important cette toute fin d'émission. Encore un joli programme, vous voyez. Donc bouclez votre pactage, Anissa. Nous sommes attendus à Rosbach. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes au milieu des années 1750, donc au cœur de ce qui en France est le règne de Louis XV. Et l'on peut dire à ce moment-là que l'équilibre européen est des plus précaires. Aucune puissance en Europe ne domine véritablement le continent. Les motifs de tension sont innombrables. La France et l'Angleterre se gênent mutuellement sur les mers et en Amérique. Quant à l'Empire, qui est sous domination des Habsbourg d'Autriche, il entend bien fustiger la Prusse qui l'a récemment vaincue. C'est une guerre qui couve, on la sent venir, et pour chaque souverain, l'enjeu est de trouver des alliés solides, quitte à rompre avec les alliances habituelles. Ainsi, quand éclate vraiment le conflit, en 1756, il prend une forme inédite. Les deux vieilles puissances rivales que sont la France des Bourbons et l'Autriche des Habsbourg sont maintenant alliées, figurez-vous. Épaulées notamment par la Russie, elles ont bien l'intention de donner du fil à retordre aux deux monarchies alors en pleine ascension, la Grande-Bretagne et la Prusse. Le combat s'annonce d'une âpreté particulière, chaque puissance met en jeu sa position dans ce fragile équilibre européen et on peut dire que en tout cas c'est ce que pensent un certain nombre d'historiens, la première véritable guerre mondiale, parce que les combats vont avoir lieu aussi bien au cœur du vieux continent que dans de très lointaines colonies. Or, au début des opérations, il faut bien reconnaître que la France et ses alliés ont de quoi être optimistes. Le roi de Prusse, Frédéric II, lui est nettement moins optimiste. Pour le souverain éclairé, n'est-ce pas? Cet homme de 45 ans, à la stature tellement impressionnante, la situation va très vite être compliquée. Les Anglais le soutiennent assez médiocrement, il faut bien le dire. Et puis surtout, il est cerné par ses ennemis. Il y a de belles offensives, quelques victoires pour lui au début de la guerre, mais, disons-le, dès l'été 1757, sa situation paraît désespérée. Les Russes le pressent à l'est, les impériaux au sud, les Suédois au nord, les Français à l'ouest. Il essuie notamment un lourd revers près de Prague contre les Autrichiens. Quant à sa capitale, Berlin, elle va être rançonnée par une modeste troupe ennemie. Frédéric est aux abois, nous dit Edmond Ziemowski, qui a écrit un livre sur la guerre de 7 ans, qui a un beau succès en ce moment. Le sort de son royaume ne tient plus qu'à un fil. Dans une lettre à Voltaire, le roi versificateur contemple le suicide. Pour moi, menacé du naufrage, je dois, en affrontant l'orage, penser vivre et mourir en roi. Oui, c'était l'époque où tous les souverains d'Europe parlaient français, ce qui était quand même bien pratique. Alors les Français, justement, sont en train de progresser en terre germanique. Une première grande armée opère victorieusement au nord-est de l'Allemagne et une seconde qui avance plus au sud est dirigée par un certain Charles de Rohan, voilà un très grand nom de France, prince de Soubise. Ah, le voici, ce général de haute naissance. Le prince de Soubise est un des plus hauts personnages de la cour de France. Il a 42 ans à l'époque, belle prestance. Depuis l'enfance, il est un proche de Louis XV.
Louis XV a seulement quelques années de plus que lui. Il est aussi l'ami de la marquise de Pompadour. Il n'a pas à rougir de ses états de service, puisque par exemple il a servi convenablement pendant la guerre de succession d'Autriche et qu'il a, il a même remporté d'assez belles victoires. Pour Soubise, cette campagne de 57 se présente plutôt bien. Il commence par rejoindre les troupes impériales du maréchal de Saxe-Hildburghausen. Leurs contingents, qui sont maintenant réunis, vont former une force quand même considérable, une force de quelques 50 000 hommes. À l'époque, c'est vraiment énorme. Et ils poursuivent sur leur lancée. Ils franchissent la Saale, qui est un affluent de l'Elbe. Et Frédéric II décide de tenter le tour pour le tout. De toute façon, il n'a plus le choix. Lui, il a un peu plus de 20 000 hommes à opposer aux franco-impériaux, qui sont donc 2 fois plus nombreux, même presque, 2 fois et demi plus nombreux. Est-ce qu'il va parvenir à les arrêter? Même si c'était le cas, il aura du mal ensuite à faire face aux autres offensives. Il peut compter sur une circonstance tout de même, c'est que l'armée franco-impériale n'est pas sans faiblesse. Gilles Abret et Hugues Perrault le soulignent. Comptant parmi les plus beaux régiments du royaume, les troupes françaises semblent solides. Mais dans les faits, la discipline fait défaut et Soubise se plaint d'un manque de rigueur générale. De plus, il ne fait guère confiance aux impériaux, dont les unités proviennent d'une multitude d'États, principautés et duchés de l'Empire, peu homogènes. Ces régiments sont sous le commandement d'un chef qui se révèle intelligent et volontariste, mais peu disposé à commander sur le terrain. Le général français et le maréchal impérial semblent aussi un petit peu hésiter quant à la marche à suivre. Il faut les imaginer sous leur belle tente de commandement. Là, on déplace tout un mobilier. Ce sont de véritables châteaux mobiles qui se déplacent à l'époque avec les états-majors. Il faut les imaginer tournant autour de grandes cartes et se posant des questions. Et finalement, ils ne vont pas être très audacieux puisqu'ils retraversent la Saale. Ils s'installent avec leurs troupes, bien sûr, sur une petite hauteur près de la bourgade de Rosbach. En français, on dit Rosbach. La position a l'air favorable. On pense que vraiment il serait quasiment impossible de venir les attaquer là. Et pour venir à leur rencontre, le roi de Prusse, c'est vrai, doit faire des efforts incroyables. Il avance à marche forcée et quand il arrive début novembre, il place son armée en contrebas des adversaires, ce qui évidemment pour lui n'est pas un avantage, vous l'aurez compris. Et les Prussiens, disons-le, après cette marche terrible, sont carrément exténués. Dès lors, les franco-impériaux sont confiants. Ça rappelle un peu Azincourt cette affaire, vous savez, on est là, on plastronne, certains vont même se laisser aller à quelques fanfaronnades, c'est bien simple. Une défaite française, enfin franco-impériale, a l'air vraiment très improbable. Elle a l'air impossible. Impossible à moins... L'Anacréon de Jean-Philippe Rameau sur Europe 1, dont la première a été jouée le 30 mai 1757. Et bien justement, nous sommes en 1757 cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes début novembre 1757, dans les environs de Rosbach, je le dis à la française, Franck. Dans le sud c'est comme ça qu'on doit dire, oui, tout à fait. Très bien, dans le sud de l'actuel land de Saxe-Anhalt, en Allemagne. Et c'est là qu'une grande bataille doit avoir lieu entre d'un côté les Prussiens de Frédéric II et de l'autre les Français alliés aux impériaux, beaucoup plus nombreux. Mais je me pose quand même cette question, Franck, vous nous l'avez dit, il est assez étonnant de voir la France et l'Autriche dans le même camp à cette époque. Comment cette alliance inédite a-t-elle été vécue à l'époque ? Elle a été vécue avec surprise. La rivalité entre la couronne de France et les Habsbourg est très ancienne. Rappelez-vous François Ier, Richelieu, Louvois, tout le monde était contre les Habsbourg et elle s'est traduite, cette rivalité, pendant longtemps, à travers toutes sortes de conflits. Pensez à la guerre de 30 ans, notamment. Seulement quelques années avant cette guerre qui s'appellera un jour la guerre de 7 ans, France et Empire se sont opposés lors de la guerre de succession d'Autriche et ça a laissé des traces, bien entendu, dans l'esprit commun. Les Autrichiens sont nos ennemis, disons les choses. Pourtant, en quelques années, Louis XV et ses conseillers se laissent convaincre par l'idée d'un rapprochement avec l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de la future reine Marie-Antoinette, vous savez. Et Madame de Pompadour a joué un grand rôle, évidemment, dans ce rapprochement, ce qui ne contribue pas à sa popularité. Car, disons-le, cette alliance avec l'ennemi héréditaire surprend et même choque toute une partie de la cour, et au-delà, toute une partie de ce qui est en train de se constituer comme opinion française. Seulement, la décision est prise, et maintenant, il faut mener la guerre. Or,
d'une certaine manière, la bataille qui se prépare à Rosbach peut faire figure de test de réussite pour cette alliance qui est ressentie un petit peu comme contre-nature entre les deux grandes puissances catholiques. En gros, si l'on réussit à Rosbach, ça voudra dire que Louis XV a eu raison de s'allier avec l'impératrice. C'est ça dans l'esprit des gens. Le 4 novembre, sur leur petit promontoire, donc, les Français et les impériaux, je dis les impériaux pour être plus précis, mais en fait on va dire les Autrichiens si vous voulez, sont persuadés de dominer la situation à tous les points de vue. Vous voyez leur position, ils ont face à eux beaucoup plus bas les troupes de Frédéric II qui elles-mêmes ont derrière elles des espèces de collines dont une appelée le mont Janus, ça ne s'invente pas. Soubise et son homologue impérial vont réfléchir évidemment, ils mettent au point toute une stratégie. Difficile de dire combien de temps ils se sont gratté la tête, mais ils entendent contourner les Prussiens par le sud afin de les couper de leurs ressources par l'arrière. Ce qui implique un très important mouvement de troupes qu'il faut préparer avec soin. Et finalement, le 5 novembre, ce brillant stratagème est mis en application. Je cite de nouveau Gilles Abret. Pendant quasiment toute la matinée du 5, les troupes françaises et impériales se réorganisent en vue de leur mouvement vers le sud au son des fanfares. Frédéric II, depuis le grenier d'une maison de Rosbach, observe les activités ennemies sans agir. Eh oui, le roi de Prusse est là, qui semble laisser l'imposante armée franco-impériale se mettre en branle. Il regarde tout ce monde-là commencer à le contourner. Ce manque de discrétion, tout ça, et puis ça manque aussi de rapidité, vous imaginez, faire ce grand chemin. L'historien Achenholz, un historien allemand qui est contemporain des événements, raconte « L'armée de Frédéric II paraissait immobile, et à l'heure de midi, les soldats dînèrent comme s'ils eussent été dans leur garnison. Les Français qui voyaient cela pouvaient à peine en croire leurs yeux, mais ils n'attribuaient cette conduite qu'au désespoir qui fait que l'on oublie jusqu'à sa conservation. Oh, les pauvres Prussiens, ils ont tellement compris qu'ils ont perdu d'avance que finalement ils vont se faire un dernier bon repas. C'est ça l'idée, vous voyez. Le roi de Prusse cache bien son jeu parce que, alors que Soubise continue de faire progresser son armée, Frédéric fait discrètement avancer des hommes à l'abri des collines qui sont situées derrière lui. Il est bien servi dans ce mouvement par l'organisation huilée de ses troupes. Alors là, c'est la discipline prussienne, des troupes qui, elles, avancent vite, bien, discrètement. Et de plus, il a judicieusement, Frédéric, placé des canons sur le fameux mont Janus qui, bientôt, canons vont gêner les ennemis. Notre manœuvre, là, est prise en défaut. Soubise et son homologue impérial réalisent que quelque chose se trame dans le camp adverse. Est-ce qu'ils vont bien interpréter les mouvements de troupes ? Non. Ils lisent mal la situation. À dire vrai, ils semblent loin d'imaginer ce qui les attend. Les coups de canon ne sont, si l'on peut dire, qu'un apéritif, car soudain, des Prussiens, venant de derrière les collines, fondent sans crier gare sur les troupes les plus avancées des Français. De nouveau, Gilles Abret, Luc Perrault. Vers 15h30, le général von Seydlitz lance avec 38 escadrons une puissante charge de cavalerie contre les unités ennemies qui progressent en colonne et n'ont pas le temps de se réarticuler en ligne. La mêlée est confuse, le résultat incertain. Seydlitz lui-même est blessé, mais sous le choc des dragons et cuirassiers et toujours sous le feu des canons du mont Janus, la cavalerie franco-impériale lâche pied et se débande vers l'ouest. La catastrophe est en marche, vous l'avez compris. Soubise a beau tenter d'agir, il est impuissant, il est dépassé. J'ai presque envie de dire il est inutile. Une partie de ses hommes sont bousculés par de nouvelles manœuvres du roi de Prusse, qui se sert lui très efficacement d'une infanterie parfaitement réglée. C'est la panique, ça va dans tous les sens. Les franco-impériaux se gênent entre eux, les fuites sont nombreuses, il y a même des fuites qui sont carrément piteuses. Les gens ne se comprennent pas au sein même des régiments. La faiblesse des réactions de certains est carrément choquante. Pour ne rien arranger à cette confusion, il est autour de 5 heures du soir, et ça, ce qui veut dire que déjà la nuit est en train de tomber sur Rosbach. On est en novembre. Des troupes tentent bien de résister encore aux Prussiens, seulement leur courage ne va pas suffire. Soubise doit boire la coupe jusqu'à la lie, alors que la défaite est totale. La défaite est sans appel. Il cherche lamentablement à retrouver les lambeaux de son armée qui s'est un peu dispersée partout. Et il est là à essayer de savoir où sont les hommes. Vous imaginez la situation absolument effrayante. Certains soldats sont partis loin de Rosbach. Et la légende, évidemment, ne va pas manquer de s'emparer de cette situation proprement ridicule pour caricaturer le désarroi du général dans l'obscurité gagnante. Car une chose est certaine, cette défaite n'a pas fini d'être accolée au nom de Soubise. Quant aux conséquences de la défaite de Rosbach, elles sont proprement incalculables.
Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur des grandes erreurs militaires de l'histoire, dont celle-ci, celle du prince de Soubise à Rosbach. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, n'hésitez pas à poser vos questions, à poser vos messages aussi sur la page Facebook au cœur de l'histoire, et puis rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH. Nous nous intéressons cet après-midi aux grandes erreurs militaires de l'histoire, et parmi celles-ci, il y a bien sûr cette bataille de Rosbach avec la navrante défaite du prince de Soubise. C'est l'humiliation, on peut le dire. Ah oui, ça c'est vraiment pour lui, c'est effroyable ce qui se passe. Je vous dis, il n'a même pas été capable de retrouver l'ensemble de ses troupes. Et le moment maintenant n'est pas le plus agréable puisqu'il s'agit de compter les morts et les blessés innombrables sur le champ de bataille de Rosbach avec un bilan tout à fait éloquent. Les Prussiens ont perdu quelques centaines d'hommes en tout. Les Franco-impériaux, peut-être 10 à 15 fois plus selon les estimations. Au-delà de cet aspect, les conséquences psychologiques de la défaite sont terribles. La guerre, d'un seul coup, devient très indécise. Ça a été un deuil considérable à Versailles. Vous savez, c'est une des grandes journées noires de la monarchie française. On ne sait plus du tout où on en est, on ne sait pas ce qui va se passer. Les moqueries contre Soubise dans les cafés, partout, parce qu'on commence à se réunir en France à l'époque. Les moqueries deviennent une mode. On va même parler des soubisades, allusion aux mazarinades, vous savez. Voici par exemple un exemple, mais qui est très célèbre, c'est une chanson, alors je ne vais pas vous la chanter avec l'air, mais le prince dit, la lanterne à la main, j'ai beau chercher, où diable est mon armée? Elle était là pourtant hier matin, me l'a-t-on prise ou l'avais-je égarée? Prodige heureux, la voilà au ciel que mon âme est ravie, mais non, qu'est-ce donc cela? Ma foi, c'est l'armée ennemie. Aïe, aïe, aïe. Et on chante ça et on rigole bien sûr dans tout Paris et dans toute la France. Soubise conserve pourtant des appuis très solides et c'est peut-être l'impunité dont il jouit à la cour qui va choquer le plus les contemporains. Éric Mention-Rigaud le précise, soutenu par la marquise de Pompadour, il est maintenu dans ses fonctions et prend sa revanche dès l'année suivante en remportant 2 batailles. Il sera nommé maréchal de France en 1758 et même ministre d'État l'année suivante. Ça n'a pas contribué pour peu à la colère du peuple contre Madame de Pompadour au premier chef et derrière elle contre Louis XV du reste. Alors, vous l'aurez compris, Frédéric de Prusse récolte avec Rosbach de nouveaux lauriers. Contre tout ce qu'on avait prédit, son royaume redresse la tête et redresse brutalement, brillamment la tête. Il écrit son soulagement. Après tant d'alarmes, voici grâce au ciel un événement favorable et il sera dit que 20 000 Prussiens ont battu 50 000 Français et Allemands. À présent, je descendrai en paix dans la tombe depuis que la réputation et l'honneur de ma nation sont sauvés. Frédéric II ne perd pas de temps au demeurant. Il se porte comme prévu sur un autre front nettement plus à l'est et dès le début du mois de décembre, il inflige une sévère correction aux impériaux. Cette fois, c'est la célèbre et terrible bataille de Leuthen qui a été tellement dévoreuse d'hommes. La guerre de 7 ans connaît un retournement spectaculaire, on peut le dire. Alors, c'est vrai, l'audace, la qualité de l'armée du roi de Prusse auront largement contribué à la défaite de Rosbach, mais disons-le aussi, les lourdes fautes du prince de Soubise ont bien aidé le roi de Prusse. C'est sur ces fautes-là que nous allons revenir dans un instant. Bonjour Gilles Abray, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un ouvrage entier consacré aux erreurs tactiques et même stratégiques. Ça s'appelle les 7 péchés capitaux du chef militaire. On peut dire en l'occurrence que le prince de Soubise en a fait des erreurs sur le champ de Rosbach. Bonjour Franck. Absolument, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de cette bataille, c'est de constater à quel point, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de navrante, à quel c'est point, ça, je crois, qu'a dit navrante. À quel point le prince de Soubise et le maréchal autrichien disposent d'atouts pour remporter cette bataille, et ils sont pourtant vaincus. Vaincus pas uniquement du fait du génie guerrier et militaire de Frédéric II, même si c'est le cas, mais parce qu'ils prennent le soin de ne pas appliquer un certain nombre de règles, de principes, de précautions qui font en sorte d'amener à perdre ses atouts et à ramener Frédéric II d'une situation où il subit l'action à une situation où il prend l'initiative. Il prend complètement l'initiative, tout à fait. Deux exemples. Vous l'avez dit, le prince français a quand même des effectifs 2 fois plus nombreux.
Il est frais, il a pu se reposer depuis une journée, alors que les Prussiens sont épuisés. Il connaît son terrain, et pourtant, il est vaincu. Mais il domine depuis son promontoire, là. Absolument. Et dans ce cas, je dirais que l'on tombe dans une des causes possibles de la défaite qui s'appelle, à mon sens, l'impréparation des troupes au combat. En effet, à bien regarder un certain nombre de défaites, on peut identifier 3 causes majeures et principales. D'une part, l'impréparation des troupes au combat, j'y reviendrai, c'est-à-dire que l'organisation, les équipements, le moral ne sont pas au rendez-vous. Deuxième cause majeure, c'est ce que j'appelle l'absence de maîtrise de sciences militaires. Il y a des principes et des procédés comme dans tout métier qu'il faut respecter. Mais ça ne s'improvise pas, bien sûr. Absolument. Et puis une troisième cause qui est beaucoup plus articulée autour du chef, ce sont ses faiblesses de caractère, sa difficulté à percevoir la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, disons les choses, alors on connaîtra beaucoup plus tard, un peu plus tard, devrais-je dire, une génération plus tard, on connaîtra l'amour des soldats pour Napoléon, par exemple. Là, c'est pas du tout le cas. Le prince de Soubise n'est pas apprécié, n'est pas respecté de ses hommes. Et non seulement lui, mais ses propres lieutenants ne le sont pas non plus. Donc ça crée évidemment beaucoup de discorde sur le terrain. Absolument. Alors que Frédéric II a une armée qui a été préparée, entraînée... Un petit peu fanatisée même, on peut le dire. Autour de la personnalité, vous avez raison, de ce maréchal qui est toujours présent sur le terrain. Soubise et son allié Hildburghausen ont rassemblé des troupes qu'ils ne connaissent pas, avec lesquelles ils n'ont jamais manœuvré, ils ne se sont pas entraînés ensemble, et amener une force au combat alors qu'elle ne se connaît pas, qu'elle n'est pas cohérente, c'est l'assurance de ne pas avoir la bonne réaction face à un ennemi qui est sans doute beaucoup plus malin et tonique qu'on ne peut l'imaginer. On pense à Fanfan la Tulipe qui se passe à cette époque et à la façon dont étaient recrutés les hommes en même temps. Quand vous voyez les sergents recruteurs, on saoule le gamin et hop, on lui fait signer ici et là. Et ça fait rarement ça des soldats très motivés. Général d'or debout, Georges Brassens sur Europe 1, à l'occasion de cette émission où nous nous replongeons au cœur des grandes erreurs militaires de l'histoire avec votre invité Franck. Vous recevez le colonel Gilles Abré, il est Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre. Et parce que je suis une Auvergnate, je suis obligée de préciser qu'il a commandé le 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand et il a été professeur de tactique au cours supérieur d'état-major. Il a été engagé d'ailleurs dans plus d'une dizaine d'opérations extérieures. Alors je parlais tout à l'heure d'un film évidemment de Fanfan la Tulipe. Il y a un autre film qui évoque cette guerre de 7 ans, c'est Barry Lyndon bien entendu, et on y découvre que cette guerre qu'on appelle la guerre en dentelle était quand même une guerre très sanglante, Gilles Abré, il faut le souligner. C'est-à-dire que on n'était quand même pas là pour faire de la parade, c'était sanglant. Une guerre extrêmement sanglante puisque l'esprit c'était d'éviter le plus possible la bataille car le soldat professionnel était dur à recruter, mais lorsque l'on se retrouvait sur le champ de bataille, les unités se mettaient en ligne et on a tous les images des mousquetades de Brassens avec des pertes qui régulièrement avoisinaient les 15-20 000 hommes sur le champ de bataille. Avec très peu d'ambulances de campagne, ce qui fait qu'en plus, lorsqu'on était blessé, on avait de forts risques de rester sur le champ et de finir dans le compte des morts, si je puis dire. Alors, le maréchal prince de Soubise, il n'est pas encore maréchal d'ailleurs, il va le devenir après, ce qui ne manque pas de sel quand on y songe. Avec son allié Hildburghausen, ne va pas être à la hauteur, disons-le, pendant cette bataille de Rosbach. Et pourtant, la veille, les Français et les Autrichiens avaient tendance à bomber le torse. Je disais que ça rappelle un peu Azincourt, c'est-à-dire que c'est comme si l'on avait le sentiment d'avoir gagné la bataille à l'avance. C'est toujours dangereux, ça. C'est toujours dangereux parce que ce sentiment de supériorité amène le chef militaire à ne pas regarder les événements tels qu'ils sont. Et on prend toujours un risque à considérer que son adversaire ou que son ennemi est moins intelligent que soi. Et donc, on évite de prendre un certain nombre de précautions, et c'est là qu'arrivent les catastrophes. Alors, est-ce que c'est vrai? Réglons tout de suite cette affaire, parce que évidemment, la chanson est tellement célèbre, c'est ce qu'on apprend à l'école. Le général de Soubise a perdu son armée. Il avait vraiment perdu ses troupes à la fin de la bataille, Soubise? Alors, absolument, parce que, comme vous l'avez souligné, la nuit tombe sur Rosbach. Quelques régiments essayent de tenir tant bien que mal pour permettre au gros de l'armée franco-impériale de se replier en bon ordre. Mais les pertes d'une part, la pression ennemie, puisque le
le général de cavalerie Seydlitz en profite pour relancer une charge de cavalerie. L'ensemble se débande et certaines unités sont retrouvées à plus de 120 km du champ de bataille. Et donc le soir, Soubise essaye de regrouper un peu toute son armée pour faire le point et il est obligé de courir derrière les unités. Oui, c'est complètement ça ne fait pas bon effet. Évidemment, pour l'honneur du roi de France, on a connu mieux, forcément. En termes d'image, c'est assez désastreux, surtout quand les chansonniers s'en mêlent, bien entendu. Alors, ça nous fait sourire, mais tout ça a été quand même assez dramatique. Cette guerre de 7 ans, au passage, et on clora le chapitre, mais cette guerre a été terrible pour la France. C'est le début de la suprématie britannique, d'abord sur les mers, mais d'une façon générale sur la planète. Nous allons y perdre ce que Voltaire appelait quelques arpents de neige, mais enfin, néanmoins, ce sont toutes nos grandes possessions d'Amérique, ce n'est pas une bagatelle. Et il y a de l'autre côté de l'Atlantique, notamment parmi tous ceux qui nous écoutent chaque jour, grâce au podcast notamment, beaucoup de Canada, gens qui en veulent États-Unis. à Louis XV et qui en veulent aussi, du coup, au prince de Soubise. Alors, si l'on devait faire un peu de théorie militaire, après vous êtes là pour ça, et c'est ce qui nous amuse et nous intéresse cet après-midi, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à un stratège ou en l'occurrence à un tacticien pour ne pas marcher dans les brisées, dans les pas du prince de Soubise? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans le cas précis? Alors la première, je l'évoquais il y a peu, surtout en premier lieu, ne pas mépriser son adversaire. Voilà. Parce que l'adversaire, quels que soient ses moyens ou son aspect, il cherche lui aussi à obtenir la victoire. Et à l'expérience, un ennemi qui est plus faible développe beaucoup plus de stratégies intelligentes. Il est toujours plus rusé et il essaye de trouver les failles de la puissance de l'armée. Donc déjà, ne jamais mépriser son adversaire. Ensuite, je dirais qu'il convient de bien étudier l'ensemble des éléments, qu'il s'agisse du terrain, de ses propres forces, des forces de ses alliés, puisque l'ensemble est toujours complexe. Et donc de connaître les cartes et le terrain réel, les deux peut-être. Voilà, et s'entourer de conseillers. Car le chef seul n'est pas opérant, il a une perception, mais qui n'est peut-être qu'une intuition, qui est peut-être déformée par l'orgueil ou l'inverse, par un manque d'audace. Donc toujours bien s'entourer. Si le chef prend la décision, il a besoin d'avoir tous les éléments entre les mains. Et c'est en ce sens que l'armée française a beaucoup appris suite à la défaite de 1870, en créant une école de guerre que les Prussiens avaient créée à l'issue des défaites de la défaite de Iéna, pour apprendre aux chefs non pas à être seuls à la prise de décision, mais à avoir autour d'eux ces conseillers qui permettent d'avoir une vision la plus réaliste possible du terrain. Oui, et donc tout ça a fait défaut au pauvre prince de Soubise. Je dis pauvre prince de Soubise, qui d'ailleurs était immensément riche en l'occurrence, mais est-ce qu'il est vraiment victime d'un malentendu historique, ou est-ce qu'à vos yeux, il est vraiment responsable d'une défaite qui n'aurait pas dû être? Alors, je dirais un peu les deux. Un peu les deux parce qu'à cette époque, les chefs militaires ne sont pas chefs militaires à temps complet. Il passe une partie, vous l'avez dit, de son temps à Versailles. Il a d'autres responsabilités, d'autres centres d'intérêt. Et lorsqu'on lui confie une armée, il n'a pas pu forcément s'entraîner, se préparer autant qu'on le souhaiterait. On se lance dans la campagne en apprenant au fur et à mesure à manœuvrer. Vous l'avez dit, il a déjà combattu, il a une connaissance de la science militaire, mais cette science militaire, elle doit s'entretenir quotidiennement. Donc je dirais en ce sens, c'est l'époque qui fait qu'il y a peu de chefs militaires. Évidemment. Voilà. Cela dit, il avait tous les éléments. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il voit son adversaire, il voit quelles sont ses faiblesses. Son plan d'ailleurs est intelligent. Le fait de contourner et de couper les arrières de Frédéric II est un plan bien pensé, malheureusement mal conduit. Vous savez, ce que vous me dites me fait penser à une chose. D'un seul coup, je réalise que lorsqu'on lit les mémoires, les journaux de l'époque, quand je parle de journaux, les souvenirs, on se rend compte que lorsqu'il est question du maréchal de Saxe, c'est-à-dire le grand chef français de la campagne d'avant, 20 ans plus tôt, on le voit toujours arriver du combat à Versailles,
recevoir les félicitations de la cour, etc. Alors que lorsqu'on parle du prince de Soubise, on le voit toujours partir de Versailles avec les soutiens d'un certain nombre de personnalités. On le voit jamais revenir, si je puis dire. C'est assez symbolique quand même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui travaille d'abord et qui vient chercher ses lauriers. Il y en a un autre qui cherche ses commandements et qui va ensuite essayer de les mener. C'est peut-être ça la solution de notre affaire. Alors, c'en est fini, si je puis dire, du prince de Soubise. On y reviendra quand même tout à l'heure parce qu'on va aller se promener dans ces somptueux appartements du palais Soubise à Paris. Mais en attendant, je voudrais qu'on évoque 2 ou 3 autres terribles défaites de l'histoire qui sont à chaque fois autant de leçons pour les soldats du futur. Nous sommes au cœur de l'histoire des grandes erreurs militaires cet après-midi. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, sur europe1.fr, vous nous envoyez des mails, sur la page Facebook, sur Twitter. Vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui, le colonel Gilles Abré. Il est Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre et surtout auteur des 7 péchés capitaux du chef militaire, les plus grandes erreurs tactiques de l'Antiquité à nos jours, paru avec Hugues Perrault aux éditions Pierre de Teillac. Alors écoutez bien, j'en ai une, colonel, pour vous, une question d'Hubert sur Twitter qui demande s'il y a eu des erreurs militaires dans la Rome antique. Pompée peut-être. Alors oui, bien évidemment, il y a eu des erreurs militaires. Vous parliez de Pompée. Mais pour reprendre l'histoire de Rome, si vous le permettez, je vais revenir à ce qui est pour moi la plus belle embuscade de l'histoire militaire, la bataille de Trasimène. C'est d'ailleurs le premier exemple de votre livre, voilà. Dans le chapitre « S'engager sans renseignements suffisants ». Sans renseignements, qui illustre parfaitement en effet le manque de précaution du chef romain. Vous le savez, Hannibal, dans le cadre de la Deuxième Guerre punique, décide d'attaquer directement l'Italie et plutôt que de franchir la Méditerranée parce qu'il n'a pas la suprématie navale, décide de partir d'Espagne, de franchir les Alpes et arrive dans le nord de l'Italie en créant un phénomène de panique. Il bat par 2 fois les Romains qui décident, suite à ces 2 défaites de la Trébie et du Tessin, de se replier sur Rome et qui s'établissent, je dirais, en ligne au nord de Rome et qui sont prêts à attendre Hannibal avec des forces fraîches et bien organisées. Hannibal franchit en plein hiver une rivière, l'Arno, dans des conditions terribles, dans des marécages. Lui-même perd tous ses éléphants sauf un. Il perd un de ses yeux d'ailleurs. Et il se retrouve face aux Romains qui, étonnamment, le laissent passer en direction de Rome. Et le chef romain, Flaminius, se dit « je le laisse passer ». Ensuite, je passe derrière lui, ses troupes ne sont plus en état de se battre et je vais les grignoter par l'arrière, etc. Si ce n'est que Hannibal, le vieux renard, se place dans ce dispositif d'embuscade sur un terrain où les Romains avançant trouvent le lac de Trasimène sur leur droite et des collines sur leur gauche. Et là, que fait le chef romain ? Il voit au fond de cette petite vallée des feux qui brûlent, un camp qui semble bien installé, et il se dit « mon ennemi est là-bas, je fonce directement dessus, je fais les 6-7 kilomètres qui me manquent, et je vais détruire enfin le chef carthaginois ». Sauf que le chef carthaginois a pris ses précautions, il a mis sur les hauteurs, camouflées d'ailleurs par le brouillard qui l'aide bien, ses troupes gauloises, ibères et carthaginoises. Les Romains s'engagent directement dans le défilé et sont détruits. Ils laissent plus de 50 000 morts sur le terrain. Voilà une démonstration, j'allais dire, CQFD. Ça, c'était en 217 avant notre ère. La célèbre bataille de Trasimène, qui est un des exemples que vous donnez avec Hugues Perrault dans cet ouvrage. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'à chaque fois vous partez d'un défaut de commandement pour montrer et ensuite vous donnez des exemples. Par exemple, pour expliquer le manque d'audace, vous nous donnez notamment l'exemple évidemment de Bazaine qui se fait complètement manœuvrer par les Allemands au moment de la guerre de 70. Le maréchal Bazaine qui sera d'ailleurs jugé lui carrément pour trahison, pour s'être enfermé dans Metz. Pour illustrer
titré le chapitre « S'obstiner inutilement », vous nous parlez de la bataille de Malplaquet, dont nous avions eu l'occasion déjà de raconter les différents épisodes ici même à ce micro. C'était en 1709, au moment de la guerre de succession d'Espagne, à la toute fin du règne de Louis XIV. Cette bataille de Malplaquet a été là encore une catastrophe pour, j'allais dire, pour le mauvais général. Expliquez-nous qui était en... C'était Marlborough contre Villars à l'époque. Marlborough contre Villars et à côté de Marlborough, le prince Eugène, ce qui fait que plus grand soldat de son temps, disait-on. Voilà, face au maréchal de Villars, qui dispose de la dernière armée du royaume. Si cette armée est détruite, les deux grands capitaines que sont Marlborough et Eugène n'auront plus personne pour rejoindre Paris. La France tombera. Et donc, l'objectif de Villars, bien évidemment, c'est d'économiser cette armée. L'objectif inverse des deux chefs est, si possible, de balayer cette armée française, d'aller à Paris et de mettre fin au conflit. Villars, étant conscient de ce rapport de force, installe son armée très intelligemment en défensive, au sud de Tournai, entre deux bois. Et il y a un espace, environ une petite plaine de 2 km entre les deux bois. Il installe ses troupes qui creusent des tranchées très intelligemment. Il place ses canons et il attend de voir arriver les impériaux, les Anglais, les Prussiens se frotter à son dispositif. Encore une fois, l'ennemi est 2 fois plus nombreux que les Français. Oui, ça a été radical, là. Et que se passe-t-il ? Les coalisés se frottent d'abord au dispositif sur l'un des bois, puis sur l'autre. Les pertes sont terribles, les combats à la baïonnette sont terribles. Et ensuite, à la fin, les Alliés foncent dans le dispositif français. Leurs pertes sont terribles. Ils ont 3 fois plus de pertes que les Français. Ils ne peuvent plus relancer vers Paris. Villars est battu. Mais en fait, il a remporté une vraie victoire stratégique. C'est une victoire de fond. Et l'on peut dire que par la même occasion, le royaume de France est sauvé ce jour-là. Le royaume de France est sauvé, absolument. Les 7 péchés capitaux du chef militaire, les plus grandes erreurs tactiques de l'Antiquité à nos jours, aux éditions Pierre de Taillac, c'est l'ouvrage de Hugues Perrault et de Gilles Abray qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. À propos de ce que je racontais tout à l'heure, on nous demande, enfin c'est Michel qui nous pose la question, est-ce que c'est 50 000 Français et Allemands ou 50 000 Français et Autrichiens ? Parce que moi j'ai raconté Autrichien et le roi de Prusse dit allemand. Eh bien en fait les deux, c'est-à-dire que c'est un chef autrichien qui dirige des troupes impériales, puisque à l'époque il s'agit du Saint-Empire romain germanique et que les armées impériales sont composées essentiellement d'Allemands au sens large. Et à l'époque, les Autrichiens en question en font partie de ces fameux Allemands impériaux. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est ainsi. Si vous voulez y voir plus clair, je vous renvoie à l'ouvrage d'Edmond Ziembowski, La guerre de 7 ans, dans la collection Pour l'Histoire, chez Perrin, en coédition avec le ministère de la Défense. Et puis, je m'en voudrais de ne pas citer l'ouvrage de notre camarade Clémentine Portier-Kaltenbach, qui justement a consacré chez Jean-Claude Lattès un très souriant ouvrage au grand zéro de l'histoire de France, zéro avec un grand Z. Aujourd'hui, ce n'est pas Clémentine qui nous accompagne, c'est Vanessa, elle est là avec nous dans un instant. Et il est temps maintenant de partir sur les traces du prince de Soubise avec Vanessa Za, qui est chroniqueuse tourisme et culturelle sur Europe 1 et que vous retrouvez dans la matinale week-end de Sébastien Guyot. Et oui, alors Vanessa, vous n'avez pas eu beaucoup à rouler, si je puis dire, pour visiter ce palais Soubise qui est dans le cœur du Marais, en plein Paris. C'était le siège des Archives de France, c'est aujourd'hui un des sites, le site historique des archives, bien entendu. J'ai eu la chance pendant 2 ans d'y présenter l'émission L'ombre d'un doute. Ce sont des souvenirs inoubliables, je veux vous dire. Alors, on va pas faire toute l'histoire de l'hôtel, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1704, cet hôtel est vendu à une famille immensément riche, au Rohan Soubise, au prince François et à son épouse Anne, qui était assez proche de Louis XIV, il faut le dire. Très proche. Voilà, elle a fréquenté assez souvent ses draps. Voilà, et donc famille très très fortunée. Elle avait aussi donc beaucoup d'argent évidemment de son côté. On dit aussi que Louis XIV en avait aussi donné pour la restauration justement de cet hôtel. On parle de 326 000 livres
ce qui serait l'équivalent aujourd'hui de 5 millions d'euros pour restaurer en fait et moderniser cet hôtel qui est l'ancien hôtel de Guise surtout. Un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, il faut le dire, avec une cour digne d'un palais. Vraiment, c'est un palais d'ailleurs, puisqu'après tout, ce sont des princes, les Soubise. Oui, complètement. Et en plus, alors ça, vous le sentez dès que vous passez le portail, quand vous passez donc par la rue des Francs-Bourgeois, ce portail qui est en demi-lune. Et là, vous avez une très belle perspective sur cette cour en forme de fer à cheval qui fait quand même, enfin, quand vous êtes de la toute porte, une colonnade très spectaculaire. Voilà, mais quand vous êtes du porche jusqu'au perron, il y a à peu près 62 mètres quand même, pour vous donner quand même une idée du gigantisme. Et donc, comme vous le disiez, Franck, il y a toute une galerie de colonnes et vous avez aussi pas mal de sculptures qui ornent la façade, et ce sont des sculptures de Robert Laurin, qui était un des plus grands sculpteurs baroques. Voilà, donc un vrai chef-d'œuvre. Avec des enfilades aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage, qui sont des enfilades, c'est-à-dire des suites de salons, d'une splendeur incroyable. Alors ça, on le sent surtout déjà au rez-de-chaussée, puisque c'était les appartements du prince, et donc vous voyez bien l'enfilade donc de toutes ces pièces. Donc vous avez cette antichambre, alors qui abrite aujourd'hui une des plus vieilles institutions en fait des archives, un papyrus. Vous avez sa chambre donc d'apparat. Alors vous pouvez d'ailleurs voir une petite porte qui est dissimulée derrière une tenture et qui donne accès à un petit cabinet, et c'est une pièce qui servait de garde-robe, et c'est dans cette pièce que dormait le valet de chambre donc du prince. Et puis il y a aussi ce salon, le salon du prince, qui est un salon frais puisqu'il ouvrait sur les jardins et servait surtout de salon de musique. Oui, ça fait comme une sorte de très grande rotonde superbe, qui aujourd'hui est idéale pour les cocktails, il faut dire. Je vois que vous connaissez. Oui, autrefois on y donnait effectivement des concerts. Ça devait être merveilleux parce que tout ça était entouré de jardins sublimes qui ont été détruits au 19e siècle. Et c'est surtout que la musique a été vraiment poussée par cette famille Soubise. Alors, au rez-de-chaussée, c'était le prince. Au premier étage, les appartements de la princesse. Encore plus somptueux. Encore plus somptueux. Alors, vous empruntez donc un escalier d'honneur. Regardez bien au ciel quand vous irez le visiter. Il y a un très très beau plafond qui a été peint par Jobé Duval, qui s'appelle La France arrachant ses archives à la nuit des temps, très symbolique pour le lieu que va devenir plus tard évidemment l'hôtel Soubise. Et alors donc au premier étage, l'appartement donc de la princesse. Alors il y a plusieurs salles. Moi, mon coup de cœur, je pense que c'est le vôtre aussi, à mon avis, Franck, c'est évidemment le salon de la princesse. Merveille, hein. C'est un petit bijou. On le voit souvent à la télévision parce que ça sert beaucoup pour faire des images d'illustration quand on parle du XVIIIe siècle. Exactement, donc c'est une pièce toute en ovale. C'est un petit joyau. En plus, il y a des jeux de lumière puisqu'il y a des fenêtres, il y a des miroirs, il y a une fenêtre. Et c'est surtout que cette pièce abrite des toiles de Natoire qui évoquent le mythe intégral donc de Psyché. Et donc vous les avez, donc tous ces panneaux qui vous retracent évidemment Psyché recueillie par Zéphyr, les nymphes. Enfin, je ne vais pas tout vous évoquer, mais il faut que vous imaginiez quand même cette beauté picturale. Voilà. C'est en 1808 que Napoléon acquiert l'hôtel, ainsi d'ailleurs que le petit hôtel de Rohan, qui est attenant, qui est juste à côté. Dans lequel ils vont installer l'imprimerie nationale. Voilà. On met les archives impériales à l'époque dans l'hôtel, dans le palais Soubise. Et puis, évidemment, tout ça va être développé, agrandi par Louis-Philippe, par Napoléon III, jusqu'à faire ce qu'on appelle les grands dépôts des archives nationales. On peut dire le chef-lieu des historiens de ce pays, forcément. Il y a depuis quelques décennies maintenant, un centre de lecture également qu'on appelle le Caran, qui est le centre de lecture des archives nationales. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres sites pour les archives nationales, à Pierrefitte notamment. Fontainebleau, voilà. Et donc c'était devenu un musée en 1867. Simplement, musée de l'histoire de France. Musée de l'histoire de France. Et l'hôtel Rohan, pour l'instant, est en restauration. Il ne rouvrira qu'en 2020 a priori, puisqu'on est en train d'accueillir les décors de la chancellerie d'Orléans. Ça c'est passionnant, mais ça ferait l'objet d'un sujet à part entière. On est en train de reconstruire ces décors magnifiques qui avaient été démolis au moment de l'agrandissement de la Banque de France. Merci beaucoup Vanessa. Il y aurait encore tellement à dire sur ce palais Soubise.
au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors nous changeons d'institution. Après les Archives de France, la Bibliothèque nationale de France, il y en a eu pour tout le monde. Et c'est un véritable cri que vous lancez, Lorena. J'espère que vous êtes chauffé la voix. Bonjour Lorena. Bonjour Franck, oui, je vous emmène aujourd'hui à Richelieu, le berceau historique de la BNF, donc situé au cœur de Paris, entre Palais Royal... juste au nord du Palais Royal, on peut le dire. Exactement, 58 rue de Richelieu. Et en janvier dernier, en fait, nous avions parlé déjà de l'appel aux dons pour sauver la salle ovale de la bibliothèque Richelieu, de ce site extraordinaire de 50 000 mètres carrés, deuxième bibliothèque de France. Et en ce moment, et pour la première fois de son histoire, donc Richelieu bénéficie d'un programme de restauration globale depuis 2009 qui devrait s'achever en 2021. Et cette fois-ci, c'est autour du cabinet du roi à Richelieu, donc héritier de la bibliothèque de Charles V, d'être restauré. Et le cabinet du roi ou salon Louis XV a été aménagé en fait au XVIIIe siècle pour accueillir la sublime collection royale des monnaies et médailles qui est une des plus riches au monde, et son décor baroque et son mobilier extraordinaire sont en train un petit peu de décrépir. Nous parlions de Charles Natoire il y a un instant avec Vanessa, François Boucher, Karl Van Loo, bref tous les grands maîtres, les peintres du roi du XVIIIe siècle se sont dépassés, surpassés dans ce cabinet du roi qu'il faut restaurer. Alors comment fait-on concrètement si l'on veut faire un don ? Alors pour un don, en fait, on peut le faire en ligne, donc paiement sécurisé sur bnf.fr ou par chèque. L'envoi des dons se fait donc à l'ordre de Régie BNF à la Bibliothèque nationale de France. Je mettrai tout sur notre page Facebook. Oui, et en fait, sûr, hein. L'objectif de cet appel est de réunir donc 500 000 €. Il cherche donc de nouveaux mécènes parce que ces décors souffrent malheureusement d'encrassement et nécessitent d'être urgemment nettoyés. Merci beaucoup Lorena. Puisqu'il me reste une toute petite seconde, j'en profite pour citer l'ouvrage d'Éric Mention-Rigaud qui est paru au printemps dernier chez Perrin et qui s'intitule Les Rohan, histoire d'une grande famille. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Et oui, vous nous parlerez... J'ai plus de souffle, pardon. Bah oui, non, c'est la fin d'émission. Écoutez, 15h arrive. Vous nous parlerez d'Henriette de France face à la Révolution anglaise. Un beau programme la sœur demain. de Louis XIII. Exactement. Cette fois. Bah oui.